Ma belle-mère impitoyable a exigé que je cède mon entreprise de 150 millions de dollars à mon mari. J'ai compris leur cupidité et j'ai refusé. C'est alors qu'ils ont soudoyé mes propres employés pour qu'ils brûlent mon entreprise, me laissant sans rien mais ils ne savaient pas ce que j'avais prévu. Le lendemain matin, ils se sont réveillés avec un coup de théâtre qu'ils n'avaient pas vu venir, et leur monde est devenu incontrôlable. Je n'aurais jamais pensé être assise ici pour raconter comment mon monde a failli être détruit. Je m'appelle Maya Rivers. J'ai 33 ans, je suis créatrice de mode et, jusqu'à il y a quelques années, je croyais vivre une vie parfaite. J'avais hérité de mon père, un empire de vêtements durables d'une valeur de 150 millions de dollars, et je mettais toute ma créativité et mon énergie à le faire prospérer. J'aimais mon travail, l'énergie rapide de la ville de New York et la conviction que je construisais quelque chose de significatif. Quelque chose dont mon père serait fier. C'est alors qu'est arrivé Daniel Hawthorne. Lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, j'ai été bouleversée. Daniel était tout ce que la société m'avait dit de rechercher. Charmant, beau et héritier d'une vieille fortune familiale. Nous nous sommes rencontrés lors d'un gala de charité, l'un de ces événements clinquants où je me suis toujours sentie un peu à l'écart malgré mon succès. Daniel avait cette façon de vous faire sentir que vous étiez la seule personne dans la pièce. Et elle disait tout ce qu'il fallait, me faisait rire, et quelques mois plus tard, je me suis retrouvée à dire oui à sa demande en mariage. Avec le recul, j'aurais dû remarquer les petites fissures dès le début, mais l'amour a le don de vous aveugler. Sa mère, Judith Hawthorne, était une toute autre histoire. Dès notre rencontre, elle m'a fait comprendre qu'elle ne m'approuvait pas. Je ne correspondais pas à ce qu'elle imaginait pour son précieux fils. Pour elle. J'étais une étrangère obsédée par sa carrière qui tentait de ternir l'image impeccable de la famille Hawthorne. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Après tout, je ne l'épousais pas mais Judith s'obstinait, se mêlait de tout et n'était pas aimable, au point de me faire douter de moi. Après le mariage, les choses ont changé, d'abord subtilement. Daniel a commencé à faire des commentaires sur le fait que je travaillais trop ou sur le rôle d'une femme à la maison. Je les considérais comme des opinions inoffensives, mais elles devenaient de plus en plus acerbes, de plus en plus pointues. Judith s'en mêlait, suggérant que je cède le contrôle de la société de mon père à Daniel. Il a plus d'expérience avec l'argent, ma chère. Disait-elle avec un sourire condescendant. L'idée d'abandonner l'œuvre de ma vie me paraissait impensable, mais je ne voulais pas faire de vagues dans mon mariage. J'ai donc évité la confrontation. Je regrette de ne pas avoir parlé plus tôt. Car les choses se sont rapidement envenimées. Un soir, au cours d'un dîner particulièrement tendu, Judith a tout mis à plat. Maya, il est temps de faire un choix, a-t-elle dit. Tu fais désormais partie de la famille Hawthorne. Cela signifie que tu dois laisser derrière toi tes rêves d'enfant de diriger une entreprise. Daniel peut s'occuper de tout. Je me suis figé. Des rêves d'enfant ? J'ai répété. Cette entreprise est l'héritage de mon père. C'est mon héritage. Son expression s'est durcie. Ton devoir est envers cette famille, pas envers un quelconque projet de vanité. Daniel est resté silencieux, fixant son assiette, et à ce moment-là, quelque chose en moi a craqué. Je ne le ferai pas, dis-je fermement. Je ne renoncerai pas à mon entreprise, ni à ce que je suis. Les yeux de Judith se sont rétrécis et elle a échangé un regard avec Daniel. Nous verrons bien, dit-elle froidement. Sur le moment, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une menace en l'air. Mais les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. Daniel est devenu distant, son tempérament s'enflammant pour la moindre chose. Il critiquait mes moindres faits et gestes, qu'il s'agisse de la façon dont je gérais mon équipe ou de la façon dont je passais mon temps. Judith a commencé à venir à l'improviste, me surveillant comme un vautour. Je sentais qu'ils travaillaient tous les deux à m'épuiser, mais je refusais de céder. Le point de rupture est survenu une nuit lorsque j'ai reçu un appel à 2 heures du matin. Maya, l'usine est en feu. Je me souviens m'être précipité hors du lit, le cœur battant la chamade, tandis que Daniel me demandait paresseusement où j'allais. L'usine est en feu, dis-je, en attrapant déjà mon manteau. Sa réponse m'a fait froid dans le dos. Oh, c'est dommage.
La scène à l'usine était un véritable chaos. Les flammes rugissent. La fumée envahit l'air et les pompiers luttent pour maîtriser l'incendie. La moitié de la propriété avait disparu avant que l'incendie ne soit éteint. Je suis resté là, à regarder tout ce que mon père et moi avions construit réduit en cendres. Je me sentais engourdi, mais au fond de moi, quelque chose ne collait pas. Les accidents arrivent, bien sûr. Mais cela semblait délibéré. Le lendemain matin, les rapports sont arrivés, câblage défectueux, disait-il. Une tragique coïncidence. Mais je n'arrivais pas à me défaire du sentiment qu'il s'agissait de quelque chose de plus. Tandis que je fouillais les décombres, Daniel et Judith semblaient à peine préoccupés. Judith m'a même suggéré de vendre les biens restants. Réduisez vos pertes, a-t-elle dit avec désinvolture. C'est peut-être un signe que tu dois te concentrer sur des choses plus importantes. Ces paroles m'ont piqué au vif. Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Mais je ne savais pas par où commencer. C'est alors que j'ai décidé d'engager un détective privé, Liam Carter. J'avais besoin de réponses, et je n'allais pas m'arrêter avant de les avoir. J'étais loin de me douter que ce que Liam découvrirait ferait voler en éclats tous les restes de confiance qu'il nous restait. Mais à ce moment-là, au milieu des ruines, je ne ressentais qu'une chose. La détermination. Ils voulaient me briser, me prendre tout ce que j'avais. Mais ils m'ont sous-estimé. Et ce fut leur plus grande erreur. Les jours qui ont suivi l'incendie ont été comme une brume. Je dormais à peine, repassant chaque moment dans ma tête. Je n'arrêtais pas de penser au timing, aux détails, surtout, à la réaction calme et inébranlable de Judith. Quelque chose dans son comportement n'était pas seulement froid. Elle était calculée. Daniel, quant à lui, a agi comme si l'incendie était un inconvénient plutôt qu'une catastrophe. Il n'a fait aucun effort pour me réconforter. Ni même pour faire semblant de s'intéresser à moi. Son apathie m'a blessé plus que toute autre chose. Je me suis lancé dans la reconstruction de ce que je pouvais, en récupérant les actifs restants et en rassurant mes employés. Mais alors même que je travaillais, mon instinct me disait qu'il y avait plus dans cet incendie qu'il n'y paraissait. C'est alors que j'ai contacté Liam Carter, un détective privé qu'un ami m'avait recommandé. Liam avait une quarantaine d'années, un regard vif et une confiance tranquille. Et elle m'a écouté attentivement pendant que je lui parlais de l'incendie, de mes soupçons et de la tension croissante avec Daniel et Judith. Vous pensez que ce n'était pas un accident, dit-il, plus comme une affirmation que comme une question. Je sais que ce n'est pas le cas, répondis-je fermement. J'ai juste besoin de preuves. Liam acquiesce. D'accord, je vais commencer par l'essentiel. Des images de vidéosurveillance. Des entretiens avec les employés et un examen plus approfondi des finances de votre entreprise. S'il y a quelque chose à découvrir, je le trouverai. Les semaines suivantes, je me suis occupé, mais l'attente des conclusions de Liam était angoissante. Daniel devint de plus en plus distant, passant des nuits loin de la maison sans explication. Lorsque je l'ai confronté, il m'a renvoyé d'un geste de la main. J'ai des affaires à régler, a-t-il dit, le ton dégoulinant d'agacement. Tu devrais peut-être t'efforcer de trouver une solution à ta situation. Ma situation. C'est ainsi qu'il appelait l'incendie qui avait failli détruire l'œuvre de ma vie. Il devenait de plus en plus évident que Daniel n'était plus l'homme que je pensais avoir épousé, ou qu'il ne l'avait peut-être jamais été. J'ai commencé à prêter plus d'attention à son comportement. Il prenait plus d'appels en privé, avait des conversations à voix basse avec Judith, et chaque fois que j'entrais dans la pièce, ils se taisaient tous les deux. Ce n'était plus de la paranoïa. Il se passait quelque chose. Et la première mise à jour de Liam a eu lieu 2 semaines plus tard, et ce qu'il a partagé m'a laissé pantois. J'ai visionné les images de la vidéosurveillance de la nuit de l'incendie. Il a commencé à faire glisser un ordinateur portable de la table vers moi. Regardez. Et la vidéo granuleuse montrait 2 de mes employés entrant dans l'usine quelques heures avant le début de l'incendie. Je les ai immédiatement reconnus. Mark et Elena, tous 2 employés de longue date, avaient toute ma confiance. Les images les montrent en train de manipuler des machines et d'asperger le sol de ce qui semble être un liquide provenant d'un bidon. Un incendie criminel.
Liam l'a confirmé. L'incendie n'a pas été causé par des câbles défectueux, Maya. C'était délibéré. Je me suis senti mal à l'estomac. Mais pourquoi? Pourquoi ont-ils fait ça? L'expression de Liam s'assombrit. C'est là que les choses deviennent intéressantes. J'ai parlé à Mark et Elena séparément. À eu début, ils ont tout nié, mais quand je leur ai montré les images, ils ont craqué. Ils ont admis avoir été payés pour déclencher l'incendie. Payés? Par qui? Ai-je demandé, tout en me doutant déjà de la réponse. Il a hésité avant de répondre, comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait dire. Judith et Daniel. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Tu en es sûr, ils étaient prudents, mais pas assez. Les relevés bancaires montrent des transferts importants et inexpliqués d'un compte lié à Daniel. Mark et Elena ont reçu ces paiements quelques jours avant l'incendie. Je suis restée assise dans un silence stupéfait, essayant d'assimiler la trahison. Judith et Daniel, mon mari et sa mère, avaient conspiré pour détruire mon entreprise. J'ai senti la colère monter en moi, brûlante et aveuglante. Ils avaient pris tout ce que j'aimais. Tout ce pour quoi j'avais travaillé, et l'avaient réduit en cendres. Pourquoi faire? Le pouvoir? Le contrôle? Je ne pouvais pas comprendre comment ils pouvaient être aussi cruels. Que dois-je faire maintenant? Demandai-je à Liam, la voix tremblante. Nous montons un dossier, répondit-il simplement. Vous en avez assez pour aller voir les autorités, mais si vous voulez que ça tienne la route, il nous faut d'autres courriels, des relevés téléphoniques, tout ce qui peut les relier directement à l'incendie criminel. À eu cours des semaines suivantes, Liam a continué à creuser, et les preuves qu'il a découvertes ont dressé un tableau accablant. Il y avait des courriels entre Judith et Daniel discutant de leurs plans en langage codé, des enregistrements téléphoniques montrant des appels nocturnes à Mark et Elena, et même une trace écrite de pots de vin versés à d'autres employés pour qu'ils gardent le silence sur ce qu'ils savaient. Malgré les preuves qui s'accumulaient. Je n'ai pas confronté Daniel ou Judith. Pas encore. J'ai préféré jouer le rôle de l'épouse inconsciente, en attendant que Liam et mon avocate, Sandra Torres, préparent un dossier juridique. Sandra était une femme de tête, connue pour son expertise dans les affaires très médiatisées. Lorsque je lui ai montré les preuves, elle n'a pas mâché ses mots. C'est inattaquable, a-t-elle dit. Ils ne s'en sortiront pas, mais le plus dur était de faire semblant que tout était normal. Chaque fois que j'étais assise en face de Daniel au dîner ou que je subissais l'une des remarques suffisantes de Judith, j'avais envie de crier. Je voulais leur dire que je savais que leur plan avait échoué, que je les verrais traduits en justice. Mais je ne pouvais pas risquer de les mettre la puce à l'oreille. Pas encore. A eu lieu de cela, je me suis concentrée sur la reconstruction de ce que je pouvais. Même si le poids de leur trahison menaçait de m'écraser. La voix de mon père résonnait dans mon esprit pendant ces jours sombres. Maya, quoi qu'il arrive, ne laisse jamais personne t'enlever ton intégrité ou ta force. Je me suis accrochée à ces mots comme à une bouée de sauvetage. Ils avaient essayé de me détruire, mais ils ne me connaissaient pas. Je n'étais pas la femme faible et obéissante que Judith voulait que je sois, et je n'allais pas les laisser gagner. Les pièces du puzzle se mettaient en place, et bientôt, ils réaliseraient à quel point ils m'avaient sous-estimé. M'asseoir en face de Daniel tous les soirs, en prétendant que rien n'avait changé, était un exercice de retenue. Je sentais le poids des mensonges entre nous, et il me fallait tout ce que j'avais en moi pour continuer à jouer le rôle de l'épouse désemparée. Mais au fond de moi, je savais que je n'étais plus la même personne. Je n'étais plus la femme qui lui avait fait confiance. Qui avait cru à son charme et à son sourire facile. Maintenant, j'attendais mon heure, je reprenais des forces et je me préparais pour le moment où je les ferais tomber, lui et Judith. Les preuves découvertes par Liam étaient accablantes. Il y avait des relevés bancaires incriminants, des conversations entre Judith et Daniel sur la manière de gérer le problème Maya, et même des témoignages d'employés qui avaient été soudoyés pour garder le silence. Sandra, mon avocate, m'a assuré que nous avions suffisamment d'éléments pour les poursuivre en justice. Mais je n'étais pas encore prête. Je n'étais pas prête tant que tout n'était pas parfaitement réglé.
Je voulais m'assurer qu'il n'avait aucun moyen de s'en sortir. Un soir, il s'est passé quelque chose qui a failli me faire perdre mon sang-froid. En rentrant, j'ai trouvé Judith assise dans mon salon, en train de siroter un thé, comme si l'endroit lui appartenait. Daniel n'était pas là. Mais sa présence a suffi à me mettre les nerfs à vif. Maya, dit-elle avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. J'ai pensé qu'il était temps que nous ayons une petite conversation. De femme à femme. Je me suis forcée à rester calme. De quoi s'agit-il? Oh, tu sais, dit-elle en posant son verre en teck avec un tintement délibéré. La vie. Les choix. L'avenir. Elle s'est penchée en avant, sa voix devenant un murmure de conspiration. Tu as traversé tellement de choses ces derniers temps. L'incendie, le stress de la reconstruction. C'est très malheureux. Mes poings se sont serrés le long de mon corps, mais j'ai gardé une voix égale. C'est vrai. Mais je me débrouillerai. Bien sûr que tu y arriveras, dit-elle doucement. Tu as toujours été si déterminée. Mais parfois, la détermination ne suffit pas. Parfois, il faut savoir lâcher prise. Et ne penses-tu pas qu'il est temps d'envisager de vendre ce qu'il reste de ton entreprise? C'est un fardeau. Maya. Et Daniel peut vous aider à prendre un nouveau départ. Je la dévisage, le masque tombant enfin. Ses paroles étaient empreintes de menaces voilées, mais je pouvais lire l'avidité dans ses yeux. Elle ne faisait même plus semblant de la cacher. Il voulait que je renonce à tout, à mon entreprise, à mon héritage, à mon identité, pour pouvoir se l'approprier. Je vous remercie de votre sollicitude, Judith, dis-je, la voix froide. Mais je n'abandonnerai pas. Ni maintenant, ni jamais. Son sourire affaiblit un instant, et j'ai vu poindre quelque chose, de la colère, peut-être même de la peur. Eh bien, dit-elle en se levant et en lissant sa jupe, j'espère que tu sais ce que tu fais. J'espère que tu sais ce que tu fais. Pour votre bien. Elle est partie sans un mot de plus, et lorsque la porte s'est refermée derrière elle, j'ai ressenti un élan de détermination. Il devenait désespéré. Il savait que je n'allais pas reculer. Et ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne passe à l'action. Mais je n'avais pas peur. Je n'avais plus peur. Une semaine plus tard, Liam est venu me voir avec une dernière pièce du puzzle, un enregistrement d'une conversation entre Judith et Daniel, discutant de l'incendie en détail. Ils ont parlé de payer les employés, de faire passer la scène pour un accident, et même de leur plan pour me forcer à vendre la société par la suite. Tout était là, clair comme de l'eau de roche. C'est fini, dit Liam en me tendant le dossier. C'est le clou du cercueil. J'ai acquiescé, le cœur battant. C'est le moment. Sandra n'a pas perdu de temps pour déposer le dossier. Les accusations étaient graves. Incendie criminel, complot, fraude. Les médias ont eu vent de l'affaire presque immédiatement, et en quelques jours. Tout le monde ne parlait plus que de ça. Les gros titres parlent du scandale de l'empire de la mode et les photos de Judith et Daniel sont placardées sur tous les supports d'information. Il nie tout, bien sûr, mais les preuves sont accablantes. Lorsque la convocation est arrivée, Daniel m'a finalement confronté. J'étais dans la cuisine, en train d'examiner des documents. Il est entré en trombe, le visage rouge de colère. « Qu'est-ce que c'est que ça, Maya ?» m'a-t-il demandé en brandissant les documents. « Tu me poursuis en justice, ton propre mari ?» J'ai tenu bon, répondant à son regard avec une détermination inébranlable. « Tu n'es pas mon mari, Daniel. Tu n'es plus mon mari, Daniel. Un mari ne détruit pas la vie de sa femme pour de l'argent. Un mari ne conspire pas avec sa mère pour brûler tout ce pour quoi elle a travaillé. » Son visage se tordit de rage. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. »« Oh, je sais exactement de quoi je parle, dis-je. Ma voix, je vois. J'ai les preuves. Daniel. Les emails, les appels téléphoniques, les transferts d'argent. Je sais tout. Pendant un instant, il a eu l'air stupéfait. Comme s'il ne s'attendait pas à ce que je me défende. Puis son expression s'est durcie. « Tu fais une erreur, Maya. Tu vas le regretter. Non, dis-je, la voix ferme.
La seule erreur que j'ai commise, c'est de te faire confiance. Il est parti en claquant la porte derrière lui. J'ai ressenti un étrange mélange de peur et de soulagement. Le combat était loin d'être terminé, mais je n'avais plus peur. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de contrôler la situation. À mesure que la date du procès approchait, la frénésie médiatique s'intensifiait. Des journalistes ont campé devant ma maison et chaque détail de l'affaire a été disséqué dans les talk shows et sur les réseaux sociaux. C'était épuisant, mais je suis resté concentré. J'avais une équipe d'avocats brillants. Des preuves solides comme le roc et un feu intérieur qui refusait de s'éteindre. La nuit précédant le procès, je me suis assis seul dans mon bureau et j'ai regardé une photo de mon père. Je vais arranger les choses, papa. Ai-je murmuré. Je protégerai ce que tu as construit. Le lendemain matin, je suis entré dans la salle d'audience la tête haute, prête à affronter la suite des événements. Et la salle d'audience était bondée ce jour-là. Je me souviens d'être entré, sentant le poids d'une centaine de paires d'yeux sur moi. Les médias avaient surnommé le procès la trahison de Hawthorne, et tout le monde était impatient de voir comment les choses allaient se dérouler. Mais je n'étais pas là pour les caméras ou le spectacle. J'étais là pour récupérer ma vie, l'héritage de mon père et ma dignité. Daniel et Judith étaient assis à la table de la défense, leurs expressions étaient soigneusement neutres, mais je pouvais voir la tension dans leur langage corporel. Pour une fois, ils ne contrôlaient pas la situation. Judith chuchotait de temps en temps à Daniel, ses traits marqués trahissant des signes d'inquiétude. Daniel évitait de me regarder. Cela n'avait pas d'importance. Il ne pouvait plus m'intimider. Sandra Torres, mon avocate, était une force avec laquelle il fallait compter. Elle a commencé l'affaire par une déclaration claire et puissante. C'est une histoire de trahison, de cupidité et de destruction délibérée du travail de toute une vie. Nous avons des preuves qui prouvent sans l'ombre d'un doute que Judith et Daniel Hawthorne ont conspiré pour détruire l'entreprise de Maya River pour leur propre profit. L'accusation a présenté les preuves de manière méthodique. Les images de vidéosurveillance montrant mes employés en train de mettre le feu à la banque montrent les pots de vin versés sur le compte de Daniel. Les courriels échangés entre Judith et Daniel au sujet de l'incendie criminel et l'enregistrement audio accablant dans lequel ils décrivent leur plan de leur propre voix. Pièce par pièce, le puzzle s'est assemblé pour le jury, et l'image qu'il a peinte était indéniable. Je suis resté assise en silence, écoutant chaque mot, revivant chaque moment douloureux. Lorsque Marc et Elena, les employés qui avaient allumé l'incendie, ont témoigné à la barre, j'ai eu du mal à contenir mes émotions. Ils ont admis leur rôle, expliquant comment Judith et Daniel les avaient poussés et payés pour commettre le crime. Leur culpabilité était palpable, et si je ressentais une certaine colère à leur égard, je ne pouvais m'empêcher de les plaindre également. Ils avaient été des pions dans un jeu beaucoup plus vaste. Et la défense a essayé de me discréditer, bien sûr. Ils m'ont dépeinte comme une femme froide, obsédée par sa carrière, qui avait négligé son mari et s'était mis à dos sa famille. L'avocat de Judith a même suggéré que je fabriquais les accusations par dépit. Mais Sandra a démonté leurs arguments avec précision et grâce. Chaque élément de preuve était irréfutable. Chaque témoin était crédible. Plus ils essayaient de rejeter la faute sur autrui, plus ils semblaient désespérés. Lorsque mon tour est venu de témoigner, j'ai ressenti un mélange de peur et de détermination. J'ai pris une grande inspiration et j'ai fait face au jury. Mon père a construit cette entreprise avec son sang, sa sueur et ses larmes. J'ai commencé. Et ma voix était ferme malgré l'émotion qui menaçait de m'étouffer. Lorsqu'il est décédé, j'ai fait le serment de perpétuer son héritage, d'honorer son travail acharné et sa vision. Je faisais confiance à Daniel et à sa famille. Je croyais qu'ils voulaient ce qu'il y avait de mieux pour moi, pour nous. Mais ce n'était pas le cas. Ils voyaient mon succès comme une menace. Quelque chose à contrôler, si nécessaire, à détruire. J'ai regardé directement Judith et Daniel, qui ont enfin croisé mon regard. Ils pensaient pouvoir me briser. Mais ils m'ont soudain estimé. Et la cour est restée silencieuse lorsque j'ai terminé mon témoignage. J'ai ressenti un étrange sentiment de catharsis,
comme si une attente que je portais depuis des mois s'était enfin dissipée. Quoi qu'il arrive, je savais que j'avais fait tout ce que je pouvais pour me battre pour ce qui était juste. Le jury a délibéré pendant des heures, même si j'ai eu l'impression qu'il s'agissait de jours. Lorsqu'ils sont enfin revenus, l'air de la salle d'audience était chargé d'impatience. Mon cœur s'est emballé lorsque le président du jury s'est levé pour prononcer le verdict. Nous déclarons les accusés coupables d'incendie criminel, de complot et de fraude. Et la salle s'est mise à chuchoter et à halter, mais je les ai à peine entendus. Le soulagement m'a envahi comme un raz-de-marée et, pour la première fois depuis des mois, je me suis autorisé à respirer. Judith et Daniel étaient assis, figés, le visage pâle. Le juge les a condamnés à de lourdes peines de prison, et même si je savais que cela n'effacerait pas les dégâts qu'ils avaient causés, j'ai eu l'impression que c'était justice. Les employés impliqués dans l'incendie criminel ont également subi des conséquences juridiques, mais leurs peines ont été moins lourdes. Le tribunal a reconnu qu'ils avaient été manipulés, mais leurs actes ne pouvaient rester impunis. Quant à moi, le tribunal m'a accordé la pleine propriété des biens de la famille Osborne en guise de dédommagement pour les dégâts financiers et émotionnels qu'ils ont causés. Il s'agissait d'une victoire symbolique autant que pratique. D'un moyen de garantir que le pouvoir mal acquis des Osborne ne m'éclipserait plus. Reconstruire mon entreprise n'a pas été facile. La perte financière était immense et les cicatrices émotionnelles étaient profondes. Mais avec le soutien de mes employés restants, de mes clients fidèles et de mes nouveaux alliés, j'ai mis tout mon cœur à restaurer ce qui avait été perdu. Avec le temps, non seulement nous nous sommes rétablis, mais nous avons prospéré. L'incendie devait me détruire, mais il a forgé quelque chose de plus fort. Dans les années qui ont suivi, mon histoire est devenue une lueur d'espoir pour d'autres personnes confrontées à la trahison et aux épreuves. Les gens m'écrivaient pour me dire que mon combat pour la justice les avait inspirés à se défendre eux-mêmes. Cela m'a rendu humble et m'a rappelé pourquoi je m'étais tant battue au départ. Avec le recul, je me rends compte que l'incendie n'a pas seulement marqué la fin d'un chapitre, mais aussi le début d'un autre. Judith et Daniel ont essayé de me dépouiller de tout, mais ils n'ont pas pu m'enlever ma résistance, ma détermination ou mon intégrité. En fin de compte, ce sont les choses qui comptaient le plus. Mon père avait l'habitude de dire, Maya, que la véritable force ne consiste pas à éviter les flammes. Elle consiste à renaître de ses cendres. Je comprends que maintenant plus que jamais, c'est mon histoire. Il ne s'agit pas seulement de trahison ou de vengeance. Il s'agit de trouver le courage de reconstruire, de se battre pour ce qui est juste et de ne jamais laisser quiconque vous priver de votre pouvoir. C'est une question de résilience. Et j'espère que c'est un rappel que peu importe la noirceur des choses, il y a toujours un moyen de s'élever.